Alors, Rodrigue, aujourd'hui, tu viens nous parler de la soustraction de claims sur des projets miniers en région Oui, effectivement. qui sont liés aux escarres. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus? Oui. Bien, écoutez, dans la région, ici en Abitibi-Témiscamingue, on le sait, c'est une région dite minière. Ce que les gens savent peut-être moins, c'est à quel point il y a des claims miniers, des titres miniers, partout sur le territoire. En 2018, là, ce mois-ci, les données qu'on a font état de 22 du territoire de la région qui, finalement, ont été cédés aux compagnies minières. OK. On le sait, on a une belle région de nature, mais aussi une région d'eau douce. Hein? Et c'est pas juste les lacs de surface, les rivières, mais également nos eaux souterraines. Puis les gens dans la région savent très bien l'importance des escarres. Mais il se trouve que des escarres, il y en a beaucoup dans la région. Il y en a partout également. Puis on parle d'environ 6,86 du territoire. Là, on va arrondir ça à 7. Donc, il y a 7 du territoire qui sont des escarres. Il y a 22 du territoire qui appartiennent aux compagnies minières sous forme de claims miniers pour les étapes d'exploration. J'y reviendrai plus tard. Puis là, les enjeux, en fait, qui sont soulevés, c'est quand les titres miniers, les claims, chevauchent les escarres. Et là, ça naît de là, notre préoccupation et notre demande de retirer les titres miniers qui sont sur les escarres dans le but éventuellement de les protéger. Dans le fond, jusqu'à quelle distance par rapport à un escarre, on peut dire que c'est un risque d'avoir une mine à cet endroit-là? Très bonne question, mais c'est pour ça que nous, on a demandé, avec les cartes dont on dispose, de retirer tous les claims qui sont directement sur les escarres, là, de par les cartes que nous détenons là, par le gouvernement. Mais on a demandé également au gouvernement d'élargir une zone tampon qui serait en fait propre à chaque escarre, à sa vulnérabilité. Et voilà, l'idée, c'est justement de dire il y a des escarres qui sont plus vulnérables que d'autres. Mais ça, nous, à ce stade-ci, on n'est pas en mesure de définir pour chacun des escarres. Et je vous dirais que c'est même les experts, là, les chercheurs de l'Université de l'UQAT, ici en Abitibi-Témiscamingue, qui sont au terme là, du forum qui avait lieu jeudi, vendredi dernier à Val-d'Or, qui disent qu'il nous manque de connaissances sur justement tous ces impacts-là. Notre approche, on dit jouons de prudence, précaution, retirons les claims et visons des actions de protection du territoire. Ça fait plus de 5000 claims à retirer, ça. Est-ce que ça a un impact considérable sur le nombre de projets miniers en région? Mais écoutez, on parle surtout des projets qui sont au stade de l'exploration minière. Et pour faire une histoire courte, là, les claims miniers, ça part d'un principe qui veut que le sous-sol du territoire appartient au gouvernement. Okay? Mais à un certain point, pour favoriser différentes industries, dont l'industrie minière, le gouvernement va céder des droits immobiliers sur le territoire. Ce qui fait en sorte que chez vous, votre maison, votre terre, vous allez être propriétaire foncier. Mais les compagnies minières se voient octroyer des droits sous le sous-sol, sous votre maison, votre terre, à certains endroits dans la région. Donc, comme on disait tout à l'heure, 22 Et là, l'enjeu se pose justement à ce moment-là. C'est dès les premières étapes de l'exploration. On donne des droits d'accès au territoire à des compagnies minières sans savoir les impacts que leurs projets peuvent avoir sur les escarres, tant au stade de l'exploration qu'éventuellement de l'exploitation. En ce moment, dans la région, il y a plusieurs dizaines de compagnies minières qui ont des permis d'exploration, des claims miniers, sur des escarres. Est-ce qu'il y a des mines qui sont en opération directement sur des escarres ou qui ont des impacts sur des escarres? Oui, certainement. Il y en a plusieurs, certaines très connues. Mais c'est certain que le potentiel de la région minier, on le connaît bien. Mais au-delà des minéraux, il faut aussi penser à la protection de l'eau pour les générations futures. Et si, dans les discussions à venir,
on devait un peu sacrifier certains escarres pour des mines qui sont déjà en exploitation, en opération. C'est quelque chose qui pourrait être considéré. Mais il faut absolument protéger les escarres qui ne sont pas encore exploités par l'industrie minière. Et c'est vers là qu'on dit, au stade de l'exploration, les premières étapes, retirons les permis, protégeons les escarres. Voilà. Donc, le but, c'est pas de fermer des mines, c'est vraiment de dire celles qui pourraient ouvrir sur un escarre, on va juste tout simplement abolir le projet, c'est ça? C'est notre approche si on ne fait pas ce geste-là, si on ne le pose pas maintenant, les enjeux comme on voit à Malartic avec une mine en opération directement à côté d'un escarre, et d'autres mines qui sont près d'escarres également, on pense à celle à Lacorne, North American Lithium, qui est à quelques dizaines de mètres d'un escarre d'une très grande pureté en eau. Même chose du côté de Launay avec le projet Dumont qui a déjà été approuvé suite à des études d'évaluation environnementale devant le BAP. Tous ces projets-là, puis on peut vous en nommer d'autres, là, mais à titre d'exemple, ces projets-là sont situés directement à côté d'escarres et leurs installations vont entraîner des impacts sur ces escarres-là. Et ça, c'est notre point, c'est de dire qu'il faut arrêter de répéter les erreurs du passé. Parce qu'au-delà de l'or, au-delà des autres minéraux dans la région, ben, il faut penser aux générations futures et il faut penser à l'eau. Voilà. Lorsque quelqu'un explore un territoire pour dire « peut-être qu'on va faire une mine là », il n'y a pas d'étude au niveau de l'impact sur les escarres qui est faite? C'est une très bonne question et c'est regrettable que les évaluations environnementales approfondies sur les escarres, sur l'eau potable, mais également sur la biodiversité, sur l'environnement de manière générale, soient menées au stade d'exploitation, ultimement. Il y a un grand flou pour tout ce qui se passe au niveau de l'exploration. Comment que ça fonctionne? On est plutôt dans un régime où on dit aux compagnies, allez sur le territoire et vous nous direz s'il y a eu des impacts. Vous nous déclarez-nous si vous êtes conforme. Donc, il n'y a pas d'inspections qui sont faites par le gouvernement, par des inspecteurs du ministère de l'Environnement au stade de l'exploration. Il n'y a pas d'études qui sont demandées avant les travaux d'exploration de manière générale. Et ça pose problème pour les escarres, justement, parce qu'on le sait, les travaux d'exploration qui sont menés avec des foreuses qui vont creuser très creux dans le sol peuvent endommager certainement des structures aussi fragiles que des escarres. Donc, en gros, on attend que le mal soit fait avant de réagir, c'est ça? Bien, c'est un peu le cas, puis ultimement, même, je vous dirais que des forages dans la région, il s'en fait des milliers par année, mais on a une connaissance peu précise des impacts qui sont causés, même sur l'environnement. Donc, dans cet état de fait-là, dans ce régime de « on laisse l'industrie aller sur le territoire librement », nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des zones qui sont trop sensibles, trop vulnérables. On ne doit pas avoir la même approche. Donc, retirons les permis sur les escarres. Et c'est ce que 5 organismes ont demandé la semaine dernière, mercredi dernier, au ministre des Ressources naturelles, le ministre des Mines, de retirer plus de 5000 claims là, dans la région, des droits d'exploration, pour finalement, dans un deuxième temps, et c'est ce qu'on souhaite, en arrivant à des projets d'aires protégées. Ça, c'est le deuxième volet. Dans la région, en ce moment, en Abitibi-Témiscamingue, il y a moins de 9 % d'aires protégées. Au niveau provincial, ce qu'on vise, c'est une atteinte de 17 % d'aires protégées. En fait, c'était notre cible pour il y a 2 ans. Et là, nous, on est 2 fois en deçà de la cible provinciale. Et dans 8 ans, 2030, on vise 30 % d'aires protégées. Donc, il y a un manque à gagner de 22 %. C'est l'équivalent du territoire de la région qui est claimé en ce moment là, par l'industrie minière. C'est considérable, 22 % pour passer de 8 à 30 % d'aires protégées. Nous, ce qu'on suggère au ministre, c'est de dire retirez les permis d'exploration, les claims sur les escarres et parlez avec votre collègue ministre de l'Environnement dans le but de faire des aires protégées sur ces mêmes escarres. Et ça nous permettrait de gagner, comme on disait, là, environ 5 % d'aires protégées, possiblement. Et ça peut sembler peu, ça nous semble peu, mais c'est un début, c'est quelque chose, on sent, la population appuie largement dans la région. Les gens aiment les escarres, je suis persuadé que si vous posez la question à vos proches et on demandait
Est-ce que vous êtes en faveur de protéger les esquerres? Les gens vous répondraient probablement oui. Puis c'est quelque chose qu'on trouve qui fait beaucoup de sens, mais on se rend compte que l'industrie minière constitue un frein majeur à la protection des esquerres. Cependant, le ministre a le pouvoir de les retirer, ces claims-là, et c'est ce qu'on lui demande de faire. Est-ce que c'est possible d'atteindre 30 d'aires protégées pour 2030? Parce que ça aussi, c'est un objectif. Oui, c'est un objectif provincial. Donc, ce que le gouvernement a adopté comme cible, c'est 30 de l'ensemble de la province protégée. Mais ça ne fait pas de sens si on dit on va juste protéger 30 au nord, dans la baie James, au Nunavik. Il faudrait qu'il y ait 30 d'aires protégées dans chaque région. Vous allez me dire, oui, mais à Montréal, on peut-tu vraiment protéger 30 du territoire de l'île de Montréal? Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, c'est peu connu, mais à Montréal, pour protéger le peu qu'il leur reste de nature. Ici, on est dans une situation un peu inverse. On peut penser à Montréal. T'sais, on est 125 000 dans une région tellement grande, mais tout de même, en fait, le potentiel de création d'aires protégées peut sembler très grand ici dans la région. Mais justement, en raison des pressions qui sont exercées par certaines industries, l'industrie minière, l'industrie forestière notamment, ça limite considérablement les coups des franches là, du gouvernement pour aller vers cet objectif-là. 30 c'est le minimum pour assurer la protection de la biodiversité. C'est le minimum, mais c'est beaucoup. Et quand même, si on remet les choses à l'envers, on se dit, on cherche à aller vers 30 on pourrait aussi se dire qu'en ce moment, il y a 92 du territoire de l'Abitibi qui est non protégé. Et finalement, quand on va vers un objectif de protection de 30 il faudrait se dire, on accepte de ne pas protéger 70 du territoire. Puis ça, c'est majeur. Quand on regarde les choses à l'inverse, le compromis qu'on présente, là, de protéger 4 du territoire, 4-5 du territoire pour des esquerres, c'est très minime. Ouais. Ce que je me demande, vous avez mentionné que on parle de protéger 30 au nord, mais en quoi c'est problématique de protéger juste cette zone-là? Bien, c'est que quand on avance un objectif de protection de la biodiversité, ce qu'on souhaite, c'est de protéger plusieurs écosystèmes différents. Et ce qu'on pourrait retrouver comme écosystème, par exemple, dans le nord du Québec, on parle de la toundra, on parle de... Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve, par exemple, en Estrie ou en Gaspésie. Donc l'idée, c'est de protéger toute forme d'écosystème, d'animaux, de plantes, pour nous assurer que la planète a encore cette biodiversité-là tellement importante. Pas juste pour eux, pour nous aussi. On l'a vu avec la pandémie qui est une conséquence de l'effritement de la biodiversité à plusieurs égards. Mais c'est pour ça qu'il faut viser une atteinte de protection d'écosystèmes, de biodiversité équivalente dans toutes les régions. Nous, quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, on a nos propres défis, mais on a nos propres opportunités. Puis le défi majeur qu'on parle quand on pense aux esquerres, bien, le premier qui nous vient en tête, les organismes qui ont signé cette demande officielle, c'est l'industrie minière. Puis, est-ce que vous savez jusqu'à quel pourcentage du territoire pourrait en théorie être protégé sans avoir trop d'impact sur l'industrie forestière ou minière? Bien, c'est une très bonne question, puis on peut se demander, je pense que c'est peut-être le moment qu'on se pose la question, à quoi sert l'industrie minière dans la région? Il y a beaucoup de gens qui en bénéficient par des emplois, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va extraire dans le sol? À quoi ça sert concrètement? Et c'est là où on se demande, c'est quoi le pourcentage d'aires protégées qu'on pourrait arriver à chercher? Mais si on se dit plutôt, on retourne la question pour se demander à quoi servent toutes ces mines en ce moment? À quoi servent ces claims d'exploration minière qui menacent nos esquerres et l'environnement de la région? Bien, moi, je vous dirais qu'en ce moment, les mines qui sont en opération dans la région, on le sait, sont principalement des mines d'or, voire presque exclusivement des mines d'or. Et ça sert à rien, l'or, finalement, à presque rien au niveau climatique. Il y a différentes utilités là, dans les produits technologiques, mais on parle
de très peu. C'est 8% en moyenne qui sont utilisés pour des fins technologiques. Le reste, 92%, c'est soit pour des bijoux ou ça s'en va dans des banques sous forme de lingots. Donc, on n'est pas en train de travailler à la transition énergétique. Et quand les compagnies vous disent « vous avez de l'or dans vos cellulaires, vous avez de l'or dans vos produits technologiques », dans vos cellulaires, vous avez environ 50 cents en équivalent d'or. C'est des traces, c'est des poussières d'or qui sont utiles concrètement pour nos produits de consommation. Donc, si on se dit l'or est de peu d'utilité, ça l'ouvre une grande porte pour la création d'aires protégées. Mais là, c'est la volonté d'aller dans une autre direction que juste les mines d'or dans la région. Mais nous, les organismes que nous sommes, appuyés par plusieurs personnes de la région, on pense que c'est une direction dans laquelle il faut qu'on s'engage parce que d'avoir des opérations industrielles comme ça qui n'ont pas tellement d'utilité au niveau climatique, puis peuvent même constituer un problème, un frein en termes de protection de la biodiversité, c'est quelque chose qu'il faut qu'on parle puis qu'on revoie. Ça me fait penser à Sayona Mining, que eux, c'est du lithium. Ouais. Et le lithium, on sait que ça entre dans la composition de batteries pour les véhicules électriques. Est-ce que c'est le genre de projet qui vous semblerait un moindre mal pour l'environnement? Bien, c'est une très bonne question parce que ça, c'est vers ces discussions-là qu'il faut qu'on tente, on questionne l'utilité des minéraux, des métaux qu'on extrait. L'occasion est trop belle, justement, de se dire allons vers des minéraux qui sont utiles. Le lithium, le problème en ce moment, ce que le promoteur Sayona Mining met de l'avant, c'est qu'ils veulent faire des chars électriques, des véhicules individuels électriques. Et ça, c'est démontré, la science le prouve, qu'on n'aura pas le temps de changer tous les véhicules à combustion à essence sur la planète par des véhicules électriques pour sauver le climat. Ce n'est pas la solution, mais c'est ce que le promoteur met de l'avant dans toutes ses communications. Au contraire, ça nous emprisonne dans des modes de transport individuels qui ne sont pas collectifs. Et ça, c'est la source même de notre société de consommation qui est en jeu, qui est problématique, qu'on doit revoir. Donc, même pour les minéraux qui pourraient être utiles pour la transition énergétique, c'est des habitudes sociales, culturelles qu'il faut qu'on revoie. Puis il faut qu'on arrête de penser que si l'Abitibi, on fait juste fournir du lithium, on va sauver la planète. On a beaucoup de choses à changer. Puis au-delà de l'approvisionnement des métaux, il faut se demander à quoi ils vont servir concrètement. C'est le cas pour l'or, c'est le cas pour le lithium également. Et je vous dirais, dans le processus d'évaluation, les différents projets de Sayona Mining dans la région font face à beaucoup d'opposition dans la population et soulèvent des enjeux majeurs au niveau de l'environnement. Les 3 projets les plus développés de Sayona Mining à ce moment-ci sont tous situés à proximité d'Esquerre. Quand je dis à proximité, c'est à quelques mètres, et même que leur projet au Témiscamingue, qui soulève l'opposition de la communauté autochtone de Long Point, leur projet, les claims miniers dont ils disposent, englobent des esquerres également. Donc, il y a ça aussi à se poser comme question. Est-ce qu'on peut avoir des minéraux verts tout en ayant un processus qui ne l'est pas, un processus d'évaluation? Heureusement, je vous dirais, pour le projet Autier situé à La Motte, grâce à des actions de la population ici, on a pu contraindre le promoteur à une évaluation complète des impacts de son projet. Ça date de plusieurs années. Ça fait 3 ans que le promoteur essaie de compléter ses évaluations. Et s'il n'y avait pas eu cette mobilisation-là par la population, puis je félicite les gens qui ont participé à ça, on aurait très bien pu voir à ce jour une mine en opération à La Motte, mais qui aurait eu des évaluations de ses impacts très lacunaires. Fait que, encore une fois, les risques sur l'environnement ne disparaissent pas parce que c'est du lithium plutôt que l'or. Mais il faut avoir une vision globale. Puis oui, il y aura des projets qui sont mieux que d'autres, mais en ce moment, pour les projets de lithium dans la région, on n'est même pas en mesure de se prononcer est-ce que c'est des bons projets ou des mauvais projets. On n'a pas les évaluations. Puis est-ce que dans l'avenir, on va avoir des projets de recherche pour en savoir plus sur les impacts des mines sur les esquerres? Absolument, et c'est ce qui était à l'ordre du jour lors du forum Esquerre 2022, jeudi et vendredi dernier,
à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, au campus de Val-d'Or. C'était la Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue qui l'organisait. Et ça, la CESAT, je pense que les gens autour d'Amos ici peuvent en être très fiers parce que quand je dis la CESAT, c'est l'acronyme de la Société de l'eau souterraine. C'est un organisme qui est né ici de l'impulsion, de la volonté de la MRC d'Abitibi, de la ville d'Amos, de protéger l'eau de l'Esquerre. Et ça, c'est des chercheurs, des universitaires, des biologistes, des hydrogéologues qui travaillent d'arrache-pied pour mieux comprendre les impacts des mines sur les esquerres, mais de toute autre forme d'industrie également. Et c'est dans cette optique-là que nous avons déposé cette demande d'enlever tout simplement les claims miniers sur les esquerres. Est-ce que ce serait possible de les geler en attendant d'en savoir plus sur l'impact des mines sur les esquerres? Tout à fait. C'est des outils qui sont à la disposition du ministre. Il en fera ce qu'il veut. Nous, on lui a demandé d'agir. Et s'il veut les geler plutôt que les retirer, c'est dans son arsenal. Après ça, je pense qu'il va avoir, il faut le souligner, là, retirer des claims à des compagnies, c'est pas gratuit. Il y a des indemnités qui vont leur être versées. C'est pas comme si on les volait non plus. Toutes les sommes qu'ils auront mis pour leurs travaux vont leur être remboursées. Ça, les gens doivent en être conscients aussi parce que c'est un coût qui devra être assumé par l'État, par les contribuables. Et en toute transparence, ça chiffre à plusieurs millions de dollars. Mais tout de même, c'est un geste qui serait positif, on trouve, pour réparer l'erreur d'avoir permis à des compagnies minières d'avoir des droits d'explorer, éventuellement d'exploiter sur des esquerres, alors que les gens de la région et les scientifiques disent qu'il faut les protéger. À l'inverse, si on se questionne à savoir ça coûte combien remettre un esquerre en état, est-ce que ça peut se chiffrer en millions ou même plus? C'est des sommes que moi, je ne me risquerais pas d'avancer et que je vous dirais que même les experts qui étaient là durant le forum ne souhaitent pas s'avancer sur ce point. C'est un esquerre, en fait, pour le créer et j'imagine pour le réparer, il faudra attendre la prochaine glaciation. Ce sont des formations géologiques uniques qui ne sont pas reproductibles par l'humain. Et quand je dis unique, en fait, c'est à plein de niveaux. Mais ici, en Abitibi-Témiscamingue, les esquerres qu'on a, c'est parmi les meilleurs au monde en termes de qualité de l'eau. Et ça, ça a pris un glacier de 4 km de haut, il y a de cela plus de 10 000 ans, pour faire en sorte qu'on puisse les avoir. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qu'on peut réparer ou qu'on peut remettre en état. C'est pour ça que la précaution, la prévention et de ne pas aller jouer dedans, c'est nos meilleurs outils pour les protéger. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous.